Le vent est le moteur de notre météo. C'est lui qui provoque l'alternance entre pluie et soleil. Mais le changement climatique semble l'avoir fait tourner. Les vents vont forcément se transformer avec la hausse des températures. Aux États-Unis, les ouragans se font de plus en plus violents et destructeurs. Mais l'Europe n'est pas épargnée par les catastrophes naturelles. La faute au courant jet, un vent d'ouest très rapide, soufflant à 10 km d'altitude. Le courant jet est comme un guide, une autoroute à tempête. Ce courant d'altitude subit l'influence des températures de l'Arctique et leur évolution est alarmante. Le vent a tendance à se renforcer, ce qui entraîne des épisodes météorologiques extrêmes. Les transformations du régime des vents représentent un danger. Le vent est un mouvement de l'air provoqué par une différence de température ou de pression. Mais il est en perpétuelle évolution. Plusieurs études ont montré que la vitesse des vents durant les tempêtes hivernales avait augmenté jusqu'à 5% en Europe centrale. Les tempêtes durent aussi plus longtemps et entraînent des dommages plus importants. Le phénomène est particulièrement visible en forêt. 17% de la canopée européenne a disparu entre 1986 et 2016. Ici encore, c'est la force des vents qui en est à l'origine. État des lieux dans une forêt du nord-est de l'Allemagne. Heiko Schulz et Mathis Janssen sont venus constater les dégâts subis par les épicéas suite à une tempête. Après de fortes pluies, un ouragan venu de l'Atlantique a fendu, couché et même déraciné de nombreux arbres. Quand il pleut beaucoup avant une tempête, le risque d'avoir de la casse est beaucoup plus grand. Les racines ont moins de force dans un sol ameubli. Alors ça glisse et l'arbre se couche. Mais si les tempêtes font de plus en plus de dégâts dans nos forêts en hiver, cela tient aussi au fait que nos étés sont plus chauds. Les épisodes de canicule affaiblissent les arbres en les rendant plus vulnérables aux attaques d'insectes. Les troncs fragilisés par une infestation de parasites seront les premières victimes de la prochaine tempête. Un véritable cercle vicieux. Les arbres couchés doivent être évacués de la forêt. Leur bois mort est un vrai bouillon de culture pour les insectes. L'écorce, incapable de se défendre, est rapidement attaquée. Un épicéa en bonne santé, lui, peut se protéger de nombreuses agressions grâce à sa résine. Là, c'est carrément un coléoptère de la famille des buprestes. On le voit à ces galeries sinueuses avec des bords très nets. Rien à voir avec les capricornes ou les scolites. C'est caractéristique. Oui. Et si on regarde plus bas, là, une larve de bupreste. Oui. C'est un insecte qui profite du changement climatique. Il aime la chaleur et il est capable de repérer un arbre affaibli dans un rayon d'environ 20 km. Il a tout ce qu'il faut pour se développer. Le changement climatique entraîne une dangereuse réaction en chaîne dans les forêts d'Europe. La tempête offre des conditions idéales pour une infestation future par ces insectes, car elle leur permet de trouver facilement des lieux de ponte. À moins qu'on évacue le bois rapidement, comme on le fait maintenant. En octobre 2017, la tempête Xavier a fait tomber beaucoup d'arbres dans cette forêt. On n'a pas eu le temps de tout nettoyer, et au printemps, il y avait encore quelques troncs au sol. Résultat, le Bostrich typographe, arrivé en avril-mai, avec la hausse des températures, a trouvé un milieu parfait pour pulluler. Et l'engrenage s'est mis en marche. Sauver la forêt suppose donc d'évacuer le bois mort au plus vite, ce qui a un coût, en équipement comme en personnel. Le littoral de Nouvelle-Aquitaine est exposé aux vents venus du large. Ici aussi, le changement du climat est perceptible. À Soulac-sur-Mer, les employés de la voirie sont obligés de déblayer le sable qui envahit les rues et de le remettre sur la plage, car la dune protège la ville des tempêtes en hiver.
la montée du niveau des eaux se fait déjà sentir. En 2014, un épisode de vague submersion a presque entraîné l'effondrement de cet immeuble résidentiel. Depuis, des brise-lames ont été installées en mer et les digues ont été renforcées. Mais ce n'est qu'un répit. Les chercheurs pensent que les tempêtes n'ont pas fini de battre des records de vitesse. Tous les ans, au printemps, l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine ne peut que constater les dégâts de la saison hivernale. Puis on va longer là et on va l'installer là-bas. Thomas Bulto et ses collègues installent leurs instruments de mesure sur une plage de Biarritz. Cette station GPS communiquera avec un satellite capable non seulement de déterminer son emplacement précis, mais aussi son élévation par rapport au niveau de la mer. Ces mesures sont nécessaires parce qu'on a une côte qui est très mobile. Les mouvements sont quand même assez impressionnants sur certaines parties de la côte aquitaine. Donc faire ces mesures régulièrement et sur le long terme nous permet d'avoir un socle de connaissances robuste. Et ce n'est qu'après plusieurs années d'observation qu'on est capable ensuite d'apporter une véritable expertise auprès des décideurs pour qu'ils prennent des décisions en matière d'aménagement ou de gestion des risques. Ouais, pareil. À cet endroit du littoral, ce sont des rochers immergés en mer qui protègent la plage. Et pourtant, les tempêtes et l'élévation du niveau des eaux sont déjà à l'œuvre. Des pans entiers de la côte se sont déjà effondrés. La plage est soumise à deux forces contraires. Les épisodes de submersion emportent le sable vers le large, tandis que le vent l'entraîne vers la terre. Les plages des environs de Biarritz perdent ainsi quelques millimètres tous les ans et se rapprochent inexorablement du niveau de la mer. Si on a des tempêtes répétées avec des grosses pluviométries, comme on a eu là récemment en décembre dernier, on a bien vu qu'il y a eu un vrai déclenchement, enfin il y a eu un déclenchement de vraiment beaucoup de mouvements de terrain qui étaient vraiment liés à ces précipitations un peu anormales. Hein. Donc on pressent quand même que au-delà de l'aspect marin, il peut aussi y avoir des conséquences des tempêtes sur simplement la pluviométrie qui peuvent avoir un impact sur le littoral rocheux basque. L'abaissement de la plage facilite le travail de sable de l'océan qui ronge la côte centimètre par centimètre. Le front de mer est désormais menacé de disparition. Le protéger contre les tempêtes à venir coûterait plusieurs milliards d'euros. De relocaliser en fait les habitations. Je pense que oui, en fait, c'est ce vers quoi finalement la société va tendre. Le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas les outils juridiques, financiers, réglementaires pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions. Mais on sent bien finalement que c'est en laissant une profondeur de respiration à la côte, en laissant finalement la nature un petit peu jouer son rôle et en étant un peu plus en retrait qu'on arrivera à vivre durablement sur le littoral, qui est bien réel. Les scientifiques de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam étudient les conséquences du changement climatique sur la météo. Y a-t-il un lien entre les épisodes extrêmes de canicule, de pluie ou de tempête? Pour Effie Roussy et Stéphane Ramstorff, le vent pourrait apporter la réponse à cette question. Nous avons déjà constaté des changements dans le régime des vents, qui dépendent principalement de la région et de la saison. En hiver, par exemple, nous voyons bien que les trajectoires des tempêtes se renforcent, surtout dans le nord-ouest de l'Europe. Et en été, c'est l'inverse, ces trajectoires s'affaiblissent. La hausse des températures entraîne nécessairement une modification des vents, car elle n'est pas répartie de façon uniforme à la surface de la Terre. Or, on sait que le vent résulte d'une différence de température entre deux régions. Il est donc bien évident que le réchauffement climatique ne peut qu'entraîner une transformation du régime des vents, ce qui a bien sûr des répercussions pour l'homme.
Le temps qu'il fait sur Terre se décide à environ 10 000 mètres d'altitude. Les courants de jet résultent de la rencontre entre les masses d'air chaud venues de l'équateur et celles d'air froid en provenance des pôles. La rotation du globe les oriente d'ouest en est. Un premier courant se forme au niveau des tropiques, un second, plus puissant, autour du 60e parallèle. Il tire sa force des différences de température entre l'air chaud du sud et l'air froid du pôle. Le courant de jet polaire de l'hémisphère nord entraîne la formation de zones anticycloniques ou dépressionnaires au niveau des latitudes moyennes. Les chercheurs ont constaté qu'il avait tendance à ralentir. Les régions arctiques se réchauffent plus rapidement que le reste du globe à basse altitude. Concrètement, cela signifie que le gradient horizontal de température, c'est-à-dire la différence entre les pôles et l'équateur, diminue. Et si l'écart se resserre, on a des vents moins rapides et des courants de jet plus faibles. L'Arctique. Ces 50 dernières années, les températures y ont augmenté de 3 degrés, soit nettement plus que dans le reste du monde, où le réchauffement atteint environ 1,1 degré depuis les débuts de l'ère industrielle. Marion Maturilli, météorologue à l'Institut Alfred Wegener, se rend sur l'île de Spitzberg pour y étudier les raisons de ce réchauffement plus rapide et ses conséquences. Elle coordonne l'ensemble des études scientifiques menées par la station de recherche franco-allemande, administrée conjointement avec l'Institut polaire Paul-Émile Victor. La recherche en Arctique gagne en importance parce que le changement climatique y est beaucoup plus avancé ici qu'ailleurs. Ici, à Ny-Ålesund, nous avons la possibilité de mesurer et de documenter les effets du réchauffement dans plusieurs domaines et d'en étudier les différents processus. Ny-Ålesund, à l'ouest de l'île, ne compte que quelques dizaines d'habitants. Mais c'est un haut lieu de la recherche sur le climat. 11 pays y sont représentés. À l'Observatoire franco-allemand, bardé d'instruments de mesure, Marion Maturilli a déjà pu mettre en évidence les premiers effets de la hausse des températures. Pendant les mois d'hiver en particulier, on constate que les flux d'air viennent plus souvent du sud. Ils apportent des masses d'air chaud et humide des latitudes moyennes. Et ça a des répercussions sur la formation de nuages et les précipitations, et donc sur le climat local, ce qui est assez préoccupant. Je vais déjà gonfler le ballon, ok? Les changements subis par les vents contribuent donc au réchauffement de l'Arctique. Ingénieur en environnement, Fieke Rader assiste les chercheurs dans leurs travaux. Tous les jours, à midi, elle lance un ballon équipé d'une radiosonde qui transmet un grand nombre de données sur l'atmosphère. Ces relevés permettent à Marion Maturilli d'évaluer les conséquences de la hausse des températures de l'Arctique sur le courant de jet. Pour dresser un tableau complet des effets en altitude du réchauffement terrestre, plusieurs sondes similaires sont lâchées simultanément en divers endroits du globe. Elles peuvent s'élever jusqu'à 30 km avant d'éclater. C'est un outil essentiel pour mon travail, car c'est le seul moyen d'effectuer des mesures à 30 km d'altitude. Et la résolution verticale est très élevée. Le ballon monte à une vitesse de 5 mètres par seconde et effectue un relevé par seconde. Ça veut dire qu'il transmet une valeur tous les 5 mètres, ce qu'aucun autre appareil ne pourrait faire. Marion Maturilli a ainsi pu constater que le courant de jet s'était modifié. Les transformations du vent ont des conséquences sur les êtres vivants. Dans la forêt de Chizé, près du marais Poitevin, se trouve l'un des principaux centres de recherche ornithologique en France. Henri Weimerskirch y organise des missions aux 4 coins du monde. Depuis plus de 40 ans, il s'intéresse aux grands albatros nichant sur les îles Crozet, dans les terres australes et antarctiques françaises. En 2012, il fait une découverte.
En analysant les données à long terme, on a suivi les oiseaux année après année pendant 20 ans, et en analysant les données, on s'est aperçu qu'on a eu des changements très importants, des déplacements des albatros au cours de la reproduction à partir des îles Crozet. Des déplacements et également de leur biologie de reproduction et même du poids des individus. Les oiseaux ont gagné en moyenne 1 kg en l'espace de 20 ans, sans que leur envergure ait changé. Le nombre d'individus de la colonie a lui aussi augmenté. Les juvéniles sont chaque année plus nombreux à atteindre l'âge adulte. La raison de cette évolution serait restée un mystère si les chercheurs n'avaient pas épluché 20 ans de relevés météorologiques dans la région. En fait, c'est d'une part le changement de vent, donc l'augmentation de la vitesse du vent a permis aux albatros de se déplacer beaucoup plus rapidement. On a une augmentation vraiment significative de la vitesse de déplacement des albatros. Et ça a permis en fait aux oiseaux de gagner du poids, puisqu'ils peuvent trouver la même quantité de nourriture en moins de temps, cela leur permet en fait de gagner du poids. Les albatros ont donc profité d'un courant de vent d'ouest que la hausse des températures avait décalé en direction du pôle sud. Cette découverte fortuite a prouvé pour la première fois que les modifications de la trajectoire des vents influaient considérablement sur les espèces. En particulier, en fait, ce qui était complètement sous-estimé, c'est que ce changement climatique puisse avoir une implication sur le comportement d'un animal, notamment sur sa vitesse de déplacement. Ça, c'est quelque chose qui était effectivement très surprenant et qui était inattendu. S'il est une catégorie d'Européens qui savent bien que les transformations du vent peuvent tout changer, ce sont les agriculteurs. L'alternance entre épisodes secs et pluvieux a perdu de sa régularité. Les céréaliers, notamment, voient fluctuer le niveau de leurs récoltes. C'est ce qui a poussé Jan Wittenberg à privilégier des variétés moins sensibles aux caprices du temps. Le lupin possède un appareil racinaire exceptionnel. Sa racine pivotante s'enfonce très facilement dans le sol, ce qui permet à la plante d'aller puiser dans des réserves d'eau auxquelles d'autres variétés n'ont pas accès. Elle a aussi un effet structurant sur le sol, bénéfique pour les cultures suivantes. Et de fait, en 2020, la deuxième grande année de sécheresse dans la région, le lupin a encore atteint des rendements records, alors que toutes les autres cultures, à commencer par les céréales, étaient presque à zéro. Le changement climatique n'est ni une vue de l'esprit, ni un phénomène réservé aux pays lointains. Cela fait longtemps qu'il est ressenti en plein cœur de l'Europe. L'été 2018, marqué par une canicule de plus de 15 jours, a levé les derniers doutes. Ça fait une éternité que l'on discute du problème du climat et des épisodes extrêmes. Malheureusement, certains ont longtemps refusé d'ouvrir les yeux. Mais je crois que pour nous tous, 2018 a été l'année charnière, celle où on s'est dit « là, ça devient sérieux ». Le climat a changé. Maintenant, c'est à nous de nous adapter. Dans sa ferme du nord de l'Allemagne, Jan Wittenberg a été l'un des premiers à réagir. Ça fait plus de 20 ans que je ne pratique plus aucun labour, car je suis convaincu que le semis direct est plus bénéfique pour le sol, pour les plantes et pour tout l'écosystème. Pour deux raisons. D'abord, cela permet à l'eau de mieux s'infiltrer en cas de précipitation extrême. On a une porosité verticale qui lui permet de bien descendre pour s'introduire au plus profond du sol. L'autre raison, c'est qu'on limite l'érosion due au vent et au ruissellement. Si le lupin d'hiver vient tout juste d'être semé, le colza, lui, est déjà en fleurs. Jan Wittenberg cherche à étaler au maximum le calendrier de ses récoltes. On doit essayer de s'adapter. Ce qui veut dire aménager nos rotations culturales dans la mesure du possible, changer nos cultures et surtout favoriser la biodiversité. Il faut varier les espèces afin de réduire le risque. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les canicules que l'Europe a connues ces dernières années sont-elles le résultat des changements survenus dans l'Arctique ? C'est la réponse à cette question que Marion Maturilli est venue chercher sur l'île de Spitzberg
où le temps est bien trop beau pour un mois de septembre. Si historiquement les températures n'ont pas toujours été négatives à cette période de l'année, le fjord était quand même le plus souvent pris par la glace. Mais l'époque où on le traversait en motoneige est bel et bien révolue, même en hiver. Marion Maturilli et son équipe se rendent dans une autre station de recherche où sont analysées les particules apportées par le vent. Une pollution microscopique qui témoigne de mouvements à très grande échelle. La pollution que nous mesurons ici a parfois parcouru des milliers de kilomètres, avec le vent bien sûr. Le vent dépose dans l'Arctique des particules venues de régions industrielles, ou encore de feux de forêt en Sibérie. Étape suivante. Un glacier situé à l'est de la baie. C'est de lui que proviennent les blocs de glace flottant dans le fjord. Le front glaciaire ne cesse de reculer, ici comme à l'intérieur des terres, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers. Mais la calotte glaciaire d'ici, au pôle Nord, est plus mince qu'au pôle Sud. Pour Marion Maturilli, la disparition de la banquise est le phénomène le plus préoccupant. Quand la glace de mer recule ou disparaît, la surface de l'eau se retrouve à l'air libre. L'eau étant plus foncée que la glace, elle réfléchit moins bien les rayons du soleil et absorbe au contraire la chaleur, ce qui contribue à l'élévation des températures de l'océan et de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle une rétroaction. De plus, le contact avec l'air favorise l'évaporation de l'eau. L'atmosphère devient donc à la fois plus chaude et plus humide. Ça a notamment une influence sur la formation des nuages et alimente une nouvelle boucle de rétroaction dans laquelle le climat se réchauffe. Un effet de plus qui aggrave le réchauffement de l'Arctique. Mais qu'en est-il de l'influence sur le courant de jet ? À l'Institut Alfred Wegener de Potsdam, les scientifiques transforment les données des stations de l'Arctique en modèles mathématiques. Ils cherchent à déterminer si les phénomènes constatés au pôle accélèrent réellement le changement climatique. Dörte Handorf surveille de près la glace de mer de l'Arctique à l'aide de photosatellites. La banquise est en recul à peu près constant. C'est ce que nous montrent ces courbes. Si l'on observe les minima de chaque année durant les dernières décennies, le mois de septembre donc, on constate une baisse de l'étendue de la glace de mer depuis la fin des années 1970. Une baisse que l'on peut chiffrer à environ moins 13% tous les 10 ans. Sans glace de mer au-dessus du cercle polaire, le réchauffement de l'Arctique s'accélère sensiblement. Dörte Handorf cherche à en évaluer les conséquences pour le courant de jet. Nous avons montré que le déclin de la couverture de glace de mer peut exercer une influence sur le courant de jet. En effet, nous avons établi une corrélation entre la baisse de cette couverture, l'affaiblissement du courant de jet et la survenue de ce qu'on appelle les situations de blocage atmosphérique. Les situations de blocage se produisent quand le courant de jet ralentit et que son flux se relâche autour du globe. Les ondes s'amplifient jusqu'à devenir stationnaires. Crête anticyclonique en rouge et creux dépressionnaire en bleu n'alternent plus et stagnent donc plus longtemps sur les régions concernées, provoquant ainsi des épisodes de forte chaleur ou de froid intense de longue durée. Ces fluctuations du courant de jet ont toujours existé, mais les chercheurs de l'Institut Alfred Wegener ont prouvé qu'elles pouvaient être engendrées par le changement climatique avec des répercussions potentiellement catastrophiques. Il y a un lien évident entre le courant de jet et les épisodes météorologiques extrêmes. Il existe notamment un phénomène de formation d'ondes de grande amplitude qui serpente autour du globe, entre le nord et le sud, et qui à un moment s'immobilise.
Ça entraîne une stagnation de la météo qui peut durer très longtemps. Si vous êtes en zone dépressionnaire, vous aurez de fortes pluies avec un risque d'inondation. Et si vous êtes dans l'anticyclone, vous risquez une vague de chaleur et une sécheresse. On ne sait pas encore si ces coups de mou du courant jet sont plus fréquents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que même un petit changement dans le courant jet, un léger affaiblissement en été par exemple, peut avoir un impact météo disproportionné à la surface du globe. Les variations du vent sont donc à l'origine des épisodes de canicule et de sécheresse qu'a connu l'Europe en 2018 et 2019. En cause, un anticyclone stationnaire résultant de l'affaiblissement du courant de jet. Les régions exposées à un creux dépressionnaire prolongé subissent au contraire des pluies abondantes. C'est ce qui s'est produit en 2021 en Allemagne et en Belgique, où les inondations ont fait plus de 200 morts. Mais comment faire le lien avec le changement climatique? Martin Krayemkamp, du service météorologique allemand, étudie ces corrélations. Ce nouveau champ de recherche porte un nom, l'attribution. Nous utilisons des modèles climatiques et des simulations pour comparer la situation réelle, où l'humain vit sur Terre et provoque de nombreuses transformations, avec une situation théorique, en dehors de tout effet anthropique, c'est-à-dire sans émission de gaz à effet de serre, sans occupation des sols, etc. Et on observe les éventuelles différences. Les inondations et crues ayant endeuillé l'Allemagne font partie des pires catastrophes naturelles survenues en 2021. Les spécialistes de l'attribution ont intégré le niveau des précipitations à leur modèle. Le changement climatique a joué un rôle dans les événements à l'origine des inondations de la vallée de l'Aar. Il a augmenté la probabilité de ce type de catastrophe d'un facteur compris entre 1,2 et 9 par rapport au début de l'ère industrielle. La fourchette est large, car nos données elles-mêmes manquent de précision. Mais si l'on prend un facteur médian, le chiffre 5, un événement se produisant statistiquement tous les 2000 ans arriverait désormais tous les 400 ans. L'université de Princeton, dans l'État américain du New Jersey, est l'un des établissements de recherche les plus réputés au monde en matière de changement climatique. Le professeur Tom Knudson et son équipe travaillent sur les ouragans et l'influence que le climat peut avoir sur eux. Ils évaluent notamment les conséquences que subissent les habitants des régions exposées aux tempêtes. Nous pensons qu'avec la poursuite du réchauffement climatique, les ouragans vont gagner en intensité. C'est un effet qui peut paraître modeste, de l'ordre de 3%. Mais une augmentation de 3% de la vitesse des vents se traduit par une hausse importante des dommages occasionnés. Les dégâts provoqués par les ouragans s'accroissent selon une échelle non pas arithmétique, mais géométrique, avec sans doute un facteur 3. 3% en plus pour la vitesse du vent équivaut à environ 10% de dégâts en plus. À la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, les tas de gravats qui bordent les rues et les bâches bleues tendues sur les toits témoignent du passage récent d'un ouragan. 16 ans après Katrina, qui avait ravagé des quartiers entiers de la ville, la région a subi une nouvelle tempête. Aida, classée ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5. La ville a été balayée par des vents de 240 km/h. Elle n'en est toujours pas remise. Pour Dart Stovall, le 29 août 2021 restera le jour où il a subitement perdu son toit. L'homme est actuellement hébergé par son frère. Ça fait mal de voir tout ça. J'avais tellement de souvenirs dans cette maison. J'avais fait tellement de travaux. On avait emménagé en 1978. Ça fait un sacré bail. C'est surréaliste. J'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Quand vous regardez chez les voisins, j'aurais très bien pu avoir juste un dégât de toiture. Mais c'est fou. Il a fallu que ce soit ma maison qui s'écroule. J'arrive pas à y croire.
La tempête a atteint les côtes de Louisiane un dimanche, peu avant midi. Les météorologues avaient émis une alerte, mais de nombreux habitants n'ont pas voulu évacuer leur maison. Dart Stovall, lui aussi, a tenu à rester chez lui, espérant que la tempête épargnerait la ville. Il se trouve à l'étage quand une rafale s'abat sur sa maison et en déboîte les murs. L'homme devra s'extraire lui-même des décombres. Je ne sais pas encore très bien si je vais rester à la Nouvelle-Orléans ou pas. Avec les ouragans, il faut toujours être sur ses gardes et faire profil bas. C'est ça ou déménager. On dirait qu'il y en a de plus en plus. Celui-là s'est produit juste après le 16e anniversaire de Katrina. Ça finit par être épuisant, même si on n'est pas directement touché, juste de savoir que ça vous pend au nez. Aïda a frappé la ville de plein fouet. Et les prochains ouragans pourraient être plus puissants encore. Nous prévoyons une autre évolution en lien avec les ouragans, la hausse de la pluviométrie. Car d'une façon générale, une atmosphère plus chaude contient plus de vapeur d'eau. Les ouragans vont concentrer toute cette humidité au cœur de la tempête. On prévoit que pour toute augmentation d'1 degré Celsius de la température de la mer en surface, le taux de précipitation augmentera de 7%. L'ouragan Aïda a confirmé les pires prophéties sur le changement climatique. La perturbation a balayé la côte est des États-Unis, entraînant des pluies diluviennes. Une centaine de personnes y ont laissé la vie. À Lambertville, dans le New Jersey, les pluies ont fait sortir les ruisseaux de leurs lits et les ont transformés en torrents dévastateurs. La maison des Ceparulo n'a pas résisté à ces tonnes d'eau. Les 4 membres de la famille ont tout juste eu le temps de se mettre à l'abri. Sur la gauche, là, c'était les chambres des enfants. Ma fille et mon fils avaient chacun la leur. C'est par là que l'eau s'est engouffrée, détruisant tout le rez-de-chaussée. On avait un plancher en bois qui s'est affaissé au milieu. Une fois que l'eau est entrée dans la maison, elle a tout emporté vers la rivière. La maison des Ceparulo a été rasée depuis. Celle des voisins est elle aussi condamnée. Le terrain a été déclaré inconstructible afin d'éviter toute prochaine catastrophe. Les dangers liés aux pluies torrentielles accompagnant les ouragans ne font en effet que s'intensifier. La vitesse de propagation des tempêtes tropicales et des ouragans au-dessus du territoire américain a baissé depuis 1900. Et si une tempête ralentit, cela signifie qu'elle passe plus de temps là où elle est. Ce ralentissement entraîne donc une hausse du total des précipitations à un endroit donné, et donc une hausse du risque de crues et d'inondations. L'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, à Darmstadt, transmet à Météo France et à ses homologues européens les données relevées depuis l'espace, élément essentiel des prévisions. Paolo Ruti, directeur scientifique, travaille à améliorer leur précision. Car jusqu'à présent, ces services n'arrivaient à mesurer le vent que de façon indirecte. Les canaux infrarouges et visibles nous fournissent des données très précises qui font apparaître différents nuages à différentes altitudes. Nous observons les mouvements de ces nuages et cela nous permet d'en déduire les vecteurs vent. C'est très important car c'est cela qui donne au modèle la capacité à bien localiser les tempêtes, leur dynamique et leur trajectoire vers telle ou telle partie du continent. Mais les satellites météorologiques nous renseignent très peu sur le courant de jet. C'est ce à quoi doit remédier un nouveau système de mesure déjà lancé à titre expérimental et dont la mission est d'observer l'influence du vent d'altitude sur le temps qu'il fait sur Terre.
Ce qui se passe en altitude, jusqu'à 10 km, est primordial pour nous aider à comprendre et à prédire ces systèmes. C'est là que nous aimerions avoir plus de données. Il existe aujourd'hui une sorte de prototype, baptisé Aeolus, d'après Éole, le dieu du vent, qui nous permet déjà d'en savoir un peu plus. Ce satellite, équipé d'un système innovant de mesure du vent, a été construit par l'Agence spatiale européenne. Son laser émet de brèves impulsions lumineuses dans l'ultraviolet et mesure le décalage de la lumière rétro-diffusée par les molécules, dont il calcule ainsi la vitesse. Aeolus a été lancé depuis Kourou en 2018. Depuis, l'Institut d'études de la troposphère à Leipzig lui consacre une journée par semaine, le vendredi. Holger Bars et Sebastian Bley passent en revue les données transmises par le satellite. Ça, c'est les mesures de la semaine dernière? Exact. Les données relevées sont disponibles 3 heures seulement après le survol d'une région par Aeolus. Chacun de ces rectangles représente une valeur du vent mesurée par Aeolus. Le satellite effectue des relevés jusqu'à environ 30 km d'altitude. On voit différentes nuances. Et si on regarde la légende, le rouge correspond à un vent d'est et le bleu marine à un vent d'ouest. Plus la couleur est foncée et plus le vent est fort. La zone de rectangle bleu correspond au courant de jet. On voit bien ici la façon dont les couleurs se brouillent à basse altitude. C'est dû aux nombreuses turbulences qui font qu'on a du mal à obtenir des valeurs très précises depuis l'espace. On regarde les valeurs de la radiosonde? Chaque vendredi, le satellite passe au-dessus de Leipzig. Holger Bars et Sebastian Bley en profitent pour envoyer une sonde. Elle est montée à combien? Jusqu'à 24 km. Super. Alors elle a pu couvrir toute la hauteur des relevés d'Aeolus. C'est ça. Le ballon sonde livre des mesures plus précises que le satellite. Mais seul Aeolus est capable de fournir une vue d'ensemble sur le courant de jet. Aeolus a une précision de 5 à 8 mètres par seconde s'il n'y a pas de nuages. Une marge d'erreur de 5 ou 8 mètres ici ou là, ça ne remet absolument pas en cause nos modèles. Le service météorologique allemand, près de Francfort, recoupe et convertit les données transmises par Aeolus en bulletins météo. Alexander Kress a pu avoir accès pour la première fois à des données sur le courant de jet. Aeolus nous sert à affiner notre modèle au niveau mondial. Plus on pourra prévoir la trajectoire du courant de jet autour de la Terre, notamment dans l'hémisphère nord, et mieux on pourra prédire les mouvements des anticyclones et des dépressions. Le ralentissement du courant de jet génère un risque accru d'épisodes météorologiques extrêmes. Affiner les prévisions et les alertes permettrait aux autorités de donner suffisamment tôt l'ordre d'évacuer les zones à risque. Avoir des données d'une telle ampleur sur le vent, c'est inédit et c'est un grand pas en avant. Des inondations comme celles qu'on a connues en 2021, il y en aura de plus en plus durant les 10 à 20 prochaines années. Mieux on arrivera à mesurer les vents sur l'Atlantique ou le Pacifique, et plus on pourra prédire ce genre de catastrophes. Et donc alerter les populations. Mais les prévisions météorologiques ne suffiront pas à résoudre les défis liés au changement climatique. Dans le nord de l'Allemagne, les champs de l'agriculteur bio Jan Wittenberg subissent une période de sécheresse prolongée. En cette fin d'été, la terre a soif, et le lupin aussi. Ces 3 grains-là sont bons, mais les 3 autres ne sont pas arrivés à maturité. Aucune plante ne peut vivre sans un minimum d'eau. Le lupin a beau être coriace, là, il commence à accuser le coup. Ça reste un bon produit. Si on enlève les petits calibres, on a quand même des grains de très bonne qualité qui conviennent à la consommation humaine. C'est juste qu'il y en a moins. C'est comme ça.
La nature lève le pied quand un facteur se met à manquer. Et ici, c'est l'eau. Le lupin n'est que l'une des 10 variétés que Jan Wittenberg a semées cette année. La plupart des moissons ont été faites avant la sécheresse. L'agriculteur est contre l'arrosage systématique. Vous avez des cultures qui, ici ou là, peuvent exiger de l'irrigation. C'est évident. Mais réagir à la pénurie d'eau en arrosant encore plus, pour moi, c'est une hérésie. On risque de mettre en concurrence l'eau potable avec l'eau de pluie. Et surtout avec l'eau qui est absolument indispensable à la nature. On ne peut pas résoudre les problèmes d'eau en puisant dans la nappe phréatique. Ce serait une vue à très court terme. Ce qu'il faut, c'est nous adapter à longue échéance et collaborer avec la nature. Retour sur l'île de Spitzberg, où Fike Rader et Marion Maturilli effectuent une mission de terrain. Elles sont venues inspecter un site autrefois gelé 12 mois par an. Nous sommes début septembre et le sol a presque entièrement dégelé. Mais c'est très irrégulier et ça peut varier d'un endroit à l'autre. Une fois par mois, Fike Rader vient placer des sondes dans le pergélisol afin de constater l'ampleur du dégel. Tu peux me dire si ça s'enfonce encore quand je tape? Tiens-la bien. Là, ça bouge plus du tout. Ça fait donc une profondeur de 95 cm. Avec les températures qu'on a, je m'attendais à plus. Mais comme je vous le disais, le sol est très inégal par ici et ça varie beaucoup. C'est pour cela qu'on est obligé de faire des relevés à 12 endroits différents et de revenir à chaque fois plus ou moins au même endroit, histoire d'observer précisément comment évolue tel ou tel trou. Fike Rader procède par ailleurs au remplacement d'un filtre servant à recueillir le CO2 que le sol relâche en dégelant. Ce tube contient une sorte de passoire qui piège le CO2 venant du sol. Cela permet aux scientifiques de faire des analyses pour déterminer s'il s'agit de dioxyde de carbone d'origine végétale, issu de la photosynthèse, ou si c'est un CO2 libéré par le sol lui-même, c'est-à-dire par des matières organiques très anciennes. Du carbone séquestré depuis très longtemps et soudain libéré à cause du réchauffement. Le dégel du pergélisol accélère le changement climatique. Des échanges se produisent entre le sol et l'atmosphère. Des échanges gazeux, mais aussi des échanges de flux de chaleur et d'humidité. Ça a un impact sur le climat et sur les processus qui se reflètent dans ce système d'interaction sol-atmosphère. Le changement climatique transforme le régime des vents. Ces vents favorisent le réchauffement du continent arctique. Glaciers et glaces de mer sont en déclin. Le courant de jet s'affaiblit plus souvent. Et les canicules se multiplient, entraînant une baisse des rendements agricoles et des dégâts dans les forêts, tout comme les pluies diluviennes. Pourtant, il est encore temps de limiter l'ampleur de la catastrophe. Nous avons la chance de ne plus être obligés de faire brûler quoi que ce soit pour créer de l'électricité, grâce aux panneaux solaires et aux éoliennes, pour nous chauffer grâce aux pompes à chaleur, ou pour nous faire à manger grâce aux plaques à induction. Il s'agit donc de tourner le dos le plus vite possible aux énergies fossiles et d'utiliser ces énergies alternatives. Pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut aller plus loin, en éliminant les gaz à effet de serre de l'atmosphère. L'un des moyens de réduire la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère consiste à accroître les surfaces boisées à travers le monde.
Nous retrouvons Mathis Janssen et Heiko Schulz venus voir les opérations de reboisement sur une ancienne plantation d'épicéas dans le nord de l'Allemagne. On est en train de créer une nouvelle parcelle composée de feuillus. Nos collègues plantent actuellement des chênes rouges d'Amérique, car on veut avoir des essences qui soient mieux armées pour le climat des prochaines décennies, pour résister aux étés chauds et aux périodes de sécheresse prolongées. On a donc dit adieu à l'épicéa et surtout aux monocultures. Ce sera une forêt mixte avec un grand nombre de feuillus. Tout se passe bien? Les plants sont bons? Oui, tout va bien. Bon, les racines, ça va? Reboiser une parcelle de forêt est un processus coûteux et à très long terme. L'abattage de ces jeunes chênes et la vente de leur bois à l'industrie n'auront pas lieu avant plusieurs dizaines d'années. On ne peut pas savoir quelle sera l'essence qui tirera son épingle du jeu. Il y en a évidemment qui s'en sortiront mieux que d'autres, surtout face au changement climatique, aux étés plus longs, plus secs et aux périodes de canicule. Ça, on en est sûr. Mais notre stratégie consiste surtout à panacher les essences et à les diversifier, pour réduire le risque. Le reboisement de cette parcelle ne suffira pas à agrandir la surface de la forêt mondiale. Ces mesures ont le mérite de participer à la lutte contre le changement climatique. Mais l'incertitude reste grande. Quand on regarde les dernières modélisations et les projections, dont certaines sont extrêmement pessimistes, on se demande vraiment quelles essences arriveront à survivre et à quoi pourra bien ressembler cette forêt en 2100. Peut-être qu'il s'agit que de reboiser pour reboiser et stocker du carbone, sans perspective économique à long terme. C'est tout à fait possible. Les scientifiques de l'Institut de technologie de Karlsruhe cherchent une façon de capter les gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère afin de les valoriser. L'équipe du professeur Dittmeyer collabore pour cela avec divers partenaires industriels. Cette installation d'une entreprise suisse aspire l'air et le fait passer par un filtre. Sur ce filtre, on a des molécules capables de se lier avec le CO2 contenu dans l'air et aussi avec la vapeur d'eau. On arrive ainsi à isoler ces deux composants. À un moment, le filtre est saturé et on referme les vannes des deux côtés. Le collecteur est alors exposé à une source de chaleur qui permet d'extraire le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau par aspiration. Il ne reste plus qu'à condenser l'eau pour obtenir du CO2 pur. Le CO2 est transformé en monoxyde de carbone, puis enrichi avec de l'hydrogène. Le mélange affiche alors une teneur élevée en carbone, élément chimique au cœur de toutes les énergies fossiles. Le CO2 tiré de l'atmosphère pourrait-il ainsi se substituer au charbon et aux hydrocarbures? Toute la prouesse consiste à atteindre une haute efficacité énergétique dans ce processus de conversion. Sachant que nous consommons de l'électricité renouvelable et que nous produisons un vecteur d'énergie, tout le reste, c'est de la perte. Mais si on arrive à bien coordonner les différentes étapes du processus, il est possible d'optimiser le rendement énergétique de l'ensemble. Le fonctionnement de ces aspirateurs géants peut être comparé à celui des végétaux, qui absorbent le CO2 de l'air et produisent un carburant neutre en carbone. Mais ces solutions très sophistiquées technologiquement ont un inconvénient de taille, leur coût. Pour moi, c'est une méthode incontournable si l'on veut lutter contre le changement climatique, sachant que pour certaines applications, comme l'aviation avec les vols long courriers, nous n'avons rien qui puisse remplacer le kérosène à l'heure actuelle. Mais si on parvient à synthétiser du kérosène à partir du CO2 de l'air et d'une énergie d'origine renouvelable, on a affaire à un véritable modèle circulaire. La combustion du carburant va certes rejeter du CO2 dans l'air, mais mon propre CO2 a déjà été capturé dans l'atmosphère à l'aide d'une énergie verte. C'est donc une forme de recyclage. Dans sa ferme de Basse-Saxe, Jan Wittenberg pratique depuis des années une agriculture biologique qui préserve les sols, l'environnement et le climat. Il a su intégrer les contraintes liées aux transformations du vent
en plantant des arbres. Avec le temps qu'on a aujourd'hui, on comprend bien qu'une haie brise-vent serait l'idéal pour ralentir l'érosion des sols partant de sécheresse. Mais les arbres, qui plongent leurs racines profondément dans la terre pour aller chercher l'eau et leurs nutriments, font aussi tomber leurs feuilles ou leurs fruits au sol. Et cela crée de l'humus, qui est bien sûr un excellent engrais durable pour nos champs. Planter des arbres au milieu des champs a un nom, l'agroforesterie. Un concept pour lequel Jan Wittenberg a accepté de réduire ses surfaces cultivées. L'idée, c'est de planter ici 3 gros tilleuls, qui doivent un peu servir à attirer l'attention des autorités locales sur l'association entre haies d'arbres, culture et pâture. Ces arbres seront situés pile à la frontière entre nos champs et la prairie, qui occupe elle-même un terrain précédemment cultivé et converti. Doucement, doucement. Jan Wittenberg est un pionnier qui a commencé très tôt à adapter ses techniques culturales aux nouvelles conditions météorologiques résultant de la hausse des températures et des changements du courant de jet. Résolument tourné vers l'avenir, il refuse d'entendre parler de statu quo. Ce qu'on a sous les yeux, c'est le résultat de nos propres actions. C'est nous qui avons transformé le climat, et c'est donc à nous de nous adapter aux conséquences. C'est à nous de modifier nos pratiques. Il faut bien sûr absolument tout faire pour ne pas aggraver le changement climatique. Mais pour ce qui est déjà fait, c'est à nous de nous adapter, comme le fait la nature. Il faut donc trouver de nouvelles façons de faire. Ça ne sert à rien de rester sur les sentiers battus en espérant que le ciel nous aidera. Les transformations du courant de jet sont devenues un redoutable moteur du changement climatique. Un moteur qui tourne au gaz à effet de serre que nous continuons d'émettre dans l'atmosphère.